Depuis la condamnation de Marine Le Pen ce lundi pour détournement de fonds publics, les réactions ont été nombreuses, le RN allant jusqu'à dénoncer un déni de démocratie. Alors pourquoi ces réactions? Pourquoi font-elles autant de débats? Et que dit vraiment la loi aujourd'hui? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Sujet un petit peu explosif donc à la une de ces actus du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui s'abonnent, vous êtes de plus en plus nombreux. On est parti donc ensemble. Bon, déjà un petit peu de contexte, vu la suite ne fait pas de mal, même si je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes au courant. Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics, en plus de l'inéligibilité dont on va parler aujourd'hui. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménageables sous bracelet électronique. Elle a aussi été condamnée à une amende de 100 000 €. Et concernant la peine d'inéligibilité, c'est une peine de 5 ans, donc elle a interdiction de se présenter à une élection pendant 5 ans, le tout avec exécution provisoire, et on revient là-dessus juste après. Je finis le contexte rapidement. Elle est accusée d'avoir mis en place un système entre 2004 et 2016 où des assistants parlementaires européens étaient rémunérés par des fonds du Parlement européen, sauf qu'en réalité, eh bien, elle ne travaillait pas pour les députés du Front National au Parlement européen, il travaillait plutôt pour le Front National, notamment directement en France. C'est donc une question de détournement de fonds publics. Marine Le Pen a annoncé faire appel de cette condamnation et elle espère encore pouvoir se présenter à la présidentielle de 2027. Pourquoi est-ce qu'elle espère encore éventuellement être candidate en 2027? Il faudrait notamment 2 choses. Numéro 1, que son procès en appel ait lieu rapidement, donc bien avant la présidentielle. Déjà ça, c'est pas gagné. Et numéro 2, il faudrait que lors de ce procès en appel, sa peine d'inéligibilité avec exécution immédiate soit réduite ou alors supprimée. Or là aussi, on en est très loin. Alors il y a d'autres procédures, d'autres choses possibles éventuellement pour Marine Le Pen. Là aussi, on a tout détaillé dans notre format des actus du jour publié hier soir. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, les perspectives de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027, eh bien, elles sont très minces aujourd'hui. Alors depuis cette condamnation de Marine Le Pen et de nombreux élus du Rassemblement national aussi, on a pu voir pas mal de réactions, que ce soit en France et à l'international, dénonçant un déni de démocratie. On a pu l'entendre notamment chez Éric Ciotti, qui est le président de l'Union des droites pour la République, mais qui est proche de Marine Le Pen. On avait pu aussi l'entendre du côté du président de Reconquête, Éric Zemmour. Par ailleurs, on peut noter qu'il y a eu aussi quelques voix similaires à gauche. Alors des voix qui ne contestent pas, selon le communiqué par exemple de la France Insoumise, la gravité des faits reprochés. Mais on peut noter par exemple que le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réagi et a estimé, je cite, que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Fin de citation. Pour nuancer tout de même, et après on va voir d'autres points de cette affaire, de nombreux autres politiques et élus ont salué, ou en tout cas n'ont pas critiqué la condamnation hier. C'est notamment le cas de Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, qui a estimé, je cite, que la justice devait être la même pour tout le monde. C'est le cas aussi de plusieurs députés du camp présidentiel. Là-dessus, je ne rentre pas dans le détail de chaque déclaration, mais on en a fait un point directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Mais donc, ce qui a été vivement critiqué par une partie de la classe politique dans ce jugement, c'est plus précisément la peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire qui a été prononcée contre Marine Le Pen et qui pourrait donc a priori l'empêcher d'être candidate à la présidentielle. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? Rappelons ici que l'exécution provisoire, qui veut aussi dire en quelque sorte l'exécution immédiate, ça veut dire que même si Marine Le Pen fait appel, en attendant, eh bien, elle ne peut pas se présenter à une élection et donc elle pourra se présenter à une élection uniquement si le procès en appel eh bien, détermine que finalement sa peine est plus légère ou alors que l'inéligibilité est supprimée. Et on en revient donc à cette question, est-ce que ce procès en appel va avoir lieu avant la présidentielle? Alors un petit peu de contexte me paraît nécessaire ici. D'où vient cette peine d'inéligibilité? En fait, il faut comprendre que depuis 2016, c'est la règle en fait lorsqu'il s'agit de détournement de fonds publics. C'est obligatoire en fait, alors que c'était facultatif avant. C'est ce que prévoit plus précisément l'article 432 du Code pénal qui a été modifié par la loi dite loi Sapin 2. C'est une loi qui a été adoptée en 2016 et qui impose de manière obligatoire une peine d'inéligibilité pour toute personne reconnue coupable d'infractions portant atteinte à la probité. Et typiquement, la question du détournement de fonds, ça rentre dans ce cadre-là. À noter au passage, pour avoir tout le contexte, que Marine Le Pen elle-même avait soutenu l'inéligibilité dans ce genre de situation.
C'était d'ailleurs l'un de ses arguments lors de campagnes électorales. On a pu retrouver notamment cette interview sur Radio Classique et Public Sénat en 2013. Elle avait notamment déclaré ceci à l'époque. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Alors maintenant, pour nuancer et pour rester factuel ici, Marine Le Pen, dans cet extrait que je viens de vous montrer, elle ne parle que de l'inéligibilité, elle ne mentionne pas la question de l'exécution provisoire. Or, cette question de l'exécution provisoire, ce n'est pas la loi Sapin 2 qui l'oblige, mais c'est en l'occurrence un choix des juges dans le cadre de ce procès, comme c'était le cas d'ailleurs dans d'autres procès. On peut estimer que cette peine et cette exécution provisoire, qui pourrait donc empêcher Marine Le Pen d'être candidate, on peut estimer que c'est sévère ou non, mais c'est la condamnation qui ressort de ce procès. Et là où il faut être donc précis, c'est que certes Marine Le Pen, elle estime qu'elle n'est pas coupable, etc. Mais on l'a vu notamment dans le JT de TF1 hier où elle était interviewée, elle semble axer véritablement son argumentaire sur cette question de l'exécution provisoire. Alors c'était pleinement dans leur droit, mais pourquoi est-ce que les juges ont décidé d'appliquer cette exécution provisoire? Selon la Cour de cassation, cette exécution provisoire en général, ça sert à faciliter l'application de la peine et à limiter des risques de récidive. Et en l'occurrence ici, dans le cadre du procès donc du Rassemblement national, le parquet a jugé cette mesure justifiée. Il le justifie en estimant que les détournements de fonds publics, ils s'étendaient déjà sur plusieurs années, qu'ils n'avaient cessé d'ailleurs qu'après une plainte du Parlement européen en 2016. Et puis surtout, c'est important de noter que dans ce procès, le RN et Marine Le Pen ont toujours contesté ces accusations. Pour résumer les choses, tout cela a donc fait dire au juge qu'il y avait quand même un risque de récidive, je cite, objectivement caractérisé, un risque donc qu'ils reprennent de telles actions, et ce étant donné que Marine Le Pen et les autres personnes mises en cause estiment n'avoir jamais détourné de l'argent et être en quelque sorte dans leur bon droit. Pour résumer donc, dans cette situation-là, et étant donné qu'ils nient être coupables, il y a un risque selon les juges qu'ils soient tentés de recommencer, puisqu'ils estiment potentiellement que ce détournement de fonds serait quelque chose de légal. Alors ce qui est critiqué ici par Marine Le Pen, mais aussi par d'autres politiques, vous l'aurez compris, c'est que du fait de cette condamnation, la justice empêche en quelque sorte le peuple français de pouvoir choisir un élu alors qu'elle n'a pas eu le temps encore de faire appel et que si ça se trouve, même si tout ça paraît extrêmement improbable, Marine Le Pen pourrait se retrouver relaxée par exemple en appel. Ça c'est donc le discours du côté du Rassemblement national. Et à noter au passage que la critique de la justice par des politiques, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Par exemple, l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné pour corruption et trafic d'influence, est jugé en ce moment pour l'affaire du financement libyen de sa campagne. On avait fait une interview du journaliste Fabrice Arfi sur ce sujet qui détaille tout ça. Mais donc Nicolas Sarkozy a souvent attaqué les juges d'instruction et des exemples comme cela, il y en a un certain nombre. Mais ces arguments, ils ont fait beaucoup réagir, notamment dans le milieu de la justice. Selon le procureur Rémi Heitz, l'un des plus hauts magistrats du pays, la condamnation de Marine Le Pen, je cite, n'est pas une décision politique mais judiciaire qui a été rendue par 3 juges indépendants impartiaux, précisant qu'il y aura tout de même un procès en appel. Simplement donc, il y a l'exécution provisoire en attendant. Et à noter au passage que le tribunal a rendu un jugement de 152 pages avec tous les motifs de la condamnation. Bref, c'est une enquête qui a duré pendant des années et un procès aussi qui était très long. Par ailleurs, pour redonner quand même un petit peu de contexte, il faut rappeler que cette condamnation en soi, alors elle est exceptionnelle parce qu'elle concerne une personnalité politique de premier rang qui allait se présenter à une campagne présidentielle, mais autrement, plus largement, en 2023, 58% des peines de prison ferme qui ont été prononcées en première instance, elles ont été mises en œuvre immédiatement. Autre chiffre de contexte intéressant, en 2022, c'est près de 9000 personnes qui ont été rendues inéligibles, donc la peine d'inéligibilité, c'est quelque chose qui est relativement fréquent finalement. Et puis plus largement, pour la question de la peine d'inéligibilité avec l'exécution immédiate, il y en a eu d'autres dans le passé. On peut penser par exemple au maire de Toulon, Hubert Falco, qui a été condamné en 2023. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature a dénoncé une grave remise en cause de l'indépendance de la justice après des réactions qu'il juge virulentes de certains politiques. Le Conseil a aussi rappelé que les juges ne font qu'appliquer les lois qui ont été votées
par les politiques justement. En effet, je leur dis une dernière fois, on peut estimer que cette peine, elle est lourde, on peut débattre de toute l'implication. Bref, il peut y avoir un débat là-dessus et c'est tout l'objet de cette vidéo de comprendre un peu quel est le débat sur ce sujet. Mais dans les faits, c'est une décision de la justice qui est basée sur la loi. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que Jordan Bardella, ce lundi sur X, a appelé à une mobilisation populaire et pacifique. Il a aussi lancé une pétition. On voit donc que c'est l'un des axes de communication de la part du Rassemblement national. De notre côté, évidemment, on va continuer à suivre la situation. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, ou alors à vous abonner directement en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Ça vous permet de suivre l'actualité au quotidien. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au Liban, au moins 4 personnes ont été tuées et 7 autres ont été blessées ce mardi matin dans une frappe israélienne en périphérie du sud de Beyrouth, la capitale du pays, selon le ministère libanais de la Santé. Les bombardements israéliens ont repris sur Beyrouth depuis vendredi dernier à la suite de tirs de roquettes non identifiés tirés en direction d'Israël. Le Hezbollah, un parti islamiste libanais armé qui a attaqué Israël en soutien au Hamas, affirme n'avoir aucun lien avec ces tirs. Ces frappes, elles surviennent alors qu'un cessez-le-feu avait été conclu en novembre dernier entre Israël et le Hezbollah. Selon l'armée israélienne, ces bombardements ont tué un dirigeant du Hezbollah pro-iranien qui a, je cite, assisté le Hamas dans la planification d'une attaque terroriste significative et imminente contre des civils israéliens. De son côté, le président du Liban, Joseph Aoun, a qualifié ces frappes d'avertissement dangereux et a appelé les alliés du Liban à soutenir son droit à une pleine souveraineté. L'escalade de violence entre Israël et le Hezbollah à la suite du 7 octobre 2023 a fait plus de 4000 morts au Liban et contraint plus d'1 million de personnes à fuir. Deuxième actu, Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune veulent relancer un dialogue fructueux entre la France et l'Algérie. Les deux chefs d'État ont échangé au téléphone ce lundi et ont acté que leur relation devait être, je cite, sereine selon un communiqué, alors que les tensions sont vives entre la France et l'Algérie depuis juillet dernier. À ce moment-là, Emmanuel Macron a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un territoire contesté entre le Maroc et le Front Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Ce revirement a été perçu comme une trahison historique par Alger qui considère cette question comme un enjeu stratégique majeur. Ça a conduit au rappel de l'ambassadeur algérien en France et à une détérioration des relations bilatérales entre les deux pays. Mais donc ce nouveau réchauffement des relations s'acte notamment par une reprise de la coopération migratoire entre la France et l'Algérie et surtout une reprise de leur coopération sécuritaire qui permet de lutter contre le terrorisme et contre les trafics humains. Sur ce sujet, le ministre des Affaires étrangères français va se rendre le 6 avril à Alger, la capitale de l'Algérie. Le ministre de la Justice devrait également s'y rendre prochainement pour mettre en place une meilleure coopération judiciaire entre les deux États. Les deux présidents ont aussi affirmé qu'ils comptaient se rencontrer prochainement sans pour autant donner de date. Parallèlement, Emmanuel Macron a également demandé, je cite, un geste de clémence pour Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme en Algérie, notamment pour atteinte à l'unité nationale. On suivra ça. Troisième actu, la Chine a mené ce mardi de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan, une île au sud-est de la Chine. La Chine revendique l'île comme une partie intégrante de son territoire, un discours auquel Taïwan s'oppose. L'armée chinoise a annoncé avoir mobilisé des forces terrestres, navales et aériennes pour simuler un blocus, donc un isolement de l'île en signe d'avertissement. Selon la Chine, les initiatives taïwanaises en faveur de l'indépendance de l'île conduiraient, je cite, à la guerre. Faut savoir que c'est pas nouveau, ces dernières années, la Chine a intensifié le déploiement d'avions de chasse et de navires de guerre autour de Taïwan sans jamais exclure l'usage de la force pour en prendre le contrôle. De son côté, la présidence taïwanaise a fermement condamné ces manœuvres qui interviennent 2 jours après le déplacement au Japon du secrétaire américain à la défense. Les États-Unis, soutien de Taïwan, avaient affirmé être déterminés à maintenir une dissuasion crédible au large de l'île. Quatrième actu, le procès d'une employée de crèche qui a tué une fillette de 11 mois en lui faisant avaler du desktop il y a 3 ans s'est ouvert ce mardi à Lyon. C'est une histoire qui avait beaucoup marqué la France. L'accusée, une femme âgée de 27 ans à l'époque, avait reconnu en garde à vue avoir empoisonné la fillette, Lisa, parce qu'elle était, je cite, excédée par ses pleurs. Elle est accusée de meurtre sur mineur et risque donc la prison à perpétuité. Le verdict est attendu ce jeudi. Le décès de la petite Lisa avait notamment permis de mettre en avant les dysfonctionnements des crèches privées qui ont depuis été la cible de nombreuses enquêtes. Si vous voulez en savoir plus sur ces crèches privées et notamment sur le groupe People and Baby, on vous met en description le lien de notre interview de Victor Castanet, un journaliste qui a enquêté sur le sujet. Cinquième actu, en France, au moins 5 millions de personnes travaillent dans un cadre trop bruyant pour leur santé, selon une première étude sur le sujet de Santé publique France publiée ce mardi. Selon l'étude, les travailleurs des secteurs du BTP, de la mécanique et du travail des métaux sont particulièrement exposés au bruit à des niveaux dommageables pour la santé, menant parfois jusqu'à la surdité. Selon l'étude réalisée entre 2007 et 2019, les hommes représentent près de 80% des travailleurs
travailleurs exposés à des niveaux de bruit à risque pour la santé. Selon Santé publique France, ces résultats devraient aider à mieux cibler la prévention. D'ailleurs, les atteintes auditives provoquées par des bruits trop importants au travail peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles, mais leur nombre serait largement sous-estimé selon Santé publique France. Et on termine avec cette bonne nouvelle, une Canadienne de 47 ans qui avait perdu la parole et qui est devenue tétraplégique il y a 18 ans à la suite d'un AVC a pu reparler grâce à un implant cérébral capable de traduire les pensées en mots. Selon l'équipe de chercheurs basée en Californie, elle a notamment pu retrouver la parole grâce à l'intelligence artificielle. En fait, grâce à un nouvel implant, son activité cérébrale est enregistrée quand elle pense et retranscrite à l'oral depuis un ordinateur avec un délai de moins d'1 seconde. Pour le moment, le dispositif est au stade expérimental et nécessite de nombreux ordinateurs et ingénieurs, et cette technologie pourrait être déployable d'ici 5 à 10 ans dans une version miniaturisée. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités du jour. Je sais que c'était particulièrement long aujourd'hui, surtout sur le premier sujet. Il y avait tellement de choses à voir que c'était important de prendre le temps. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.